Et voilà ce petit pays qui est malmené, agressé, stigmatisé, tout ça à cause de quelques caricatures. Mais quelle est la signification réelle de cette affaire? La signification est redoutable. Selon l'interprétation qui en a été donnée par les dignitaires de l'islam, pas au Moyen-Orient seulement, mais en France et en Europe, on nous dit que notre liberté d'expression doit s'arrêter là où commence le respect à l'islam. C'est une atteinte inadmissible. C'est contraire aux lois de la République française. Par ailleurs, comme le soulignait Georges tout à l'heure, au lieu de faire front, de faire bloc avec le Danemark, les autres pays européens ont préféré chausser leur babouche pour aller auprès de tous les potentats, pour se faire dicter comme des petits scribes des conditions au terme desquelles on devrait renoncer à notre liberté la plus importante, qui est la liberté d'expression. On nous dit parfois, c'est ludique, mais mes bons amis, c'est pire que ludique. Ils sont déjà entrés dans la collaboration. Il y a un texte qui a été adopté au Conseil de l'Europe et qui fait de l'islamophobie un délit. Cela signifie qu'on ne pourra même plus critiquer l'islam dans ces conditions. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de voir partout l'islamo-nazisme se développer. Ils promettent un nouvel holocauste. Ils l'ont inscrit sur leur banderole à Londres. Ils attisent la haine. Ils sont sans cesse en train de dresser les gens les uns contre les autres. Ils sont à la source, comme le disait Georges, de cette barbarie que nous dénonçons, qui a été matérialisée par le meurtre de ce jeune garçon torturé à mort parce qu'il était juif. C'est de la barbarie. Et que nous disent nos élites face à cela? Que nous disent nos gouvernements? Rien. Ils nous invitent à nous recueillir. Salauds! À nous repentir. Ils nous prêchent l'apaisement. Ils vont bientôt nous dire qu'il faut pardonner et qu'il y a des circonstances atténuantes. Eh bien moi je vous le dis, nous les résistants, nous ne pardonnerons pas. Non à la charia, non à l'asservissement des femmes, non à la remise en cause de notre culture et de notre mode de vie, non au mariage polygame. Nous ne voulons pas revenir au 7e siècle. Nous sommes français et nous entendons le rester. Nous sommes en face d'une situation qui empire de jour en jour et qui appelle des mesures de salut public. S'il y a des minorités dans ce pays qui ne supportent pas nos lois, elles n'ont qu'à partir. Nous ne sommes pas un peuple quelconque, ballotté par la mondialisation. Nous sommes un peuple historique. Nous sommes le peuple des Lumières. Vive la liberté, vive la France. Mais la liberté, vous savez aussi bien que moi, que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme un dû, qu'on cueille au bout des branches des arbres. Que disait un jour que seul était digne de la paix et de la liberté celui qui partait chaque jour pour elle au combat. Et aujourd'hui, mes amis, l'heure est au combat. Bravo! Alors, on vous a parlé tout à l'heure des ennemis de l'extérieur, et on les a parfaitement identifiés. Ceux qui réagissent 5 mois après un événement qui est passé inaperçu, totalement inaperçu, il y a 5 mois au mois de septembre, et on vous l'a très bien rappelé tout à l'heure. Nous savons très bien que derrière tout ça, c'est une manipulation, c'est un prétexte, c'est un petit chiffon rouge que l'on agite devant un taureau avec des cornes et qui est censé se jeter dans la gueule du loup.
Mais mes amis, à travers cet événement, c'est l'Europe, les peuples d'Europe que l'on teste et qu'on essaye de voir jusqu'où ils sont capables de céder. Alors malheureusement mes amis, nous sommes ici près de l'ambassade du Danemark pour apporter, Gérard Pinch l'a rappelé tout à l'heure, notre solidarité à ce petit peuple danois qui aujourd'hui paye les pots cassés d'un article qui est paru il y a 5 mois et qui est la victime expiatoire de toutes les manipulations possibles. Où sont-ils, les députés français avec leurs belles écharpes tricolores? Que sera demain la situation de la France et l'Europe lorsqu'un pays comme la Turquie, fort de 71 millions d'habitants, dont 99,99% sont musulmans, comment fera-t-on pour être capable, pour être en mesure de dire non, pour être en mesure de pouvoir choisir la religion qui est la nôtre, de pouvoir choisir d'aimer, de croire ce que l'on veut sans se laisser imposer cela de l'extérieur? Cela sera-t-il possible? Terminé. Il y a à l'évidence un manque de lucidité politique, je dirais même. Il s'agit à ce stade de trahison, parce que lorsque M. Chirac déclarait, il y a quelques mois, que les racines de l'Europe étaient autant chrétiennes que musulmanes, il s'agissait évidemment non seulement un signe de lâcheté, mais plus encore un signe de dénégation historique. Eh bien aujourd'hui, j'ai parlé des ennemis de l'intérieur. Il faudrait une bonne fois pour toutes que les Français et les Européens cessent avec cette tendance absolument pathologique à l'autoflagellation permanente et renouent avec leurs racines, renouent avec leur identité profonde. Parce que notre réaction n'est pas simplement une réaction convulsive et épidermique, c'est une réaction de défense, mais avant tout une réaction d'amour pour un héritage que nous avons reçu de nos pères et pour lequel ils ont œuvré dans leur passé, en versant leur sang, en versant le sueur, en versant leurs larmes. J'aimerais rappeler tous ces morts, évidemment, de toutes ces batailles, parce que si aujourd'hui vous êtes des hommes libres, mes amis, c'est parce que au cours des batailles de Vienne et de Lépante, eh bien les Européens se sont unis à l'appel d'un pape pour bouter ce qui constituait une menace pour la civilisation européenne, les troupes musulmanes qui étaient 250 000. Et ce sont 80 000 hommes qui bataillaient à 1 contre 3, qui ont réussi à repousser cette menace qui peut-être aurait été irréversible pour l'Europe, à 1 contre 3, après avoir plié les étendards en tête, les étendards de l'Europe, les étendards de l'unité européenne et de la chrétienté. Eh bien, cette bataille a été une victoire absolument in extremis, mais qui est pour nous évidemment un signe d'espérance pour le combat que nous allons continuer à mener. Alors mes amis, pour terminer, eh bien, on a parlé tout à l'heure des contes d'Andersen et de ce petit pays du Danemark. Moi je ne peux pas m'empêcher de penser à la petite sirène. Cette petite sirène de Copenhague, eh bien, effectivement, bataillons ferme, mes amis, pour que demain on puisse raconter à nos enfants, à nos chères têtes blondes, les contes d'Andersen, et que la petite sirène ne soit pas voilée, mes amis. Pourquoi sommes-nous contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe? La première raison est économique. Il suffit d'imaginer ce qui se passerait si la Turquie entrait dans l'Europe. Instantanément, ce sont 20% de la population turque, c'est-à-dire 14 millions de personnes qui déferleront en quelques années en Europe, en Allemagne, en France. C'est pas moi qui le dis, c'est un sondage. Les Turcs ont été sondés. 20% sont prêts à partir pour les pays riches d'Europe. Quant au travail qu'il faudra leur fournir, vous pouvez faire confiance aux entreprises pour se précipiter sur cette main-d'œuvre à bas coût. Vous pouvez aussi faire confiance aux Turcs pour accepter de travailler à des salaires de misère. Le chômage instantanément montera pour les Français de souche. Les raisons de notre refus sont bien sûr aussi culturelles et surtout culturelles. Dans la Constitution, il n'y avait aucune définition de l'Europe, ni en termes de limites géographiques, ni en termes de culture.
Merci Giscard d'Estaing. Voyou. La différence essentielle entre la Turquie et l'Europe tient au fait que tous les pays européens ont renoncé définitivement à mêler l'État et la religion. Ce n'est absolument pas le cas de la Turquie. Mustafa Kemal, qui avait essayé de moderniser la Turquie et d'en faire un pays occidental, n'y est pas parvenu. Et aujourd'hui, le peuple turc a mis en place un gouvernement théocratique. C'est légitime, mais ce faisant, il s'est exclu lui-même de l'Europe. Le Premier ministre Erdogan sort des écoles coraniques. Le nouveau code pénal qu'il a essayé de promulguer, il a été obligé de le réviser, car les Européens lui disent « Oulala, vous ne respectez pas les droits de l'homme ». Une fois entré dans l'Europe, il n'hésitera pas à recommencer ce code pénal pour le rendre plus proche du Coran. Les femmes reportent le voile à Istanbul et dans les universités. Je finirai en disant « Vive l'Occident libre ! Vive l'Europe des nations européennes ! Vive le Danemark ! Vive le Danemark courageux ! Vive la France résistante ! Nous avons le devoir, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, de ne pas abandonner la France à la chienlit. Ceux qui sont actuellement au pouvoir, de quelque tendance qu'ils soient parmi la bande des quatre, sont des gens qui ne pensent qu'à une chose, leurs propres intérêts, et qui s'essuient les pieds sur la France. Ça n'est pas tolérable. Nos fils et nos combats.